Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous accueillons aujourd'hui par téléphone Mélodie Abraham, victime d'abus sexuels et de viols durant son enfance et qui se bat aujourd'hui pour libérer la parole des victimes. Bonjour Mélodie. Bonjour. Merci d'être parmi nous au téléphone, d'avoir accepté l'invitation de KTB Radio. C'est un vrai plaisir de t'entendre. Merci à toi. Merci à toi surtout. Merci de m'avoir invité sur KTB Radio. Un grand merci à toi encore une fois. Alors Mélodie, tu as créé une association en 2018, l'association Violeurs d'innocence. Tu as écrit un livre également, je l'appelais Tonton, édité en janvier 2025. Tu as créé un groupe de parole aussi pour les victimes de violences sexuelles à Sisteron en mai 2025. On en parlera de tout ça tout à l'heure au cours de l'émission. Mais j'aimerais que nous débutions par ton histoire. Alors tu as eu une enfance plutôt heureuse jusqu'à tes 6 ans. Il y a eu un bouleversement qui est la cause d'une personne de ta famille. Mon tonton, oui, mon oncle, on va dire, oui. Donc c'est une personne de ta famille, ton tonton, qui t'a fait subir des abus. Des abus sexuels. Est-ce qu'on peut dire à l'antenne ce que ton tonton t'a fait subir? Voilà, ça a commencé à l'âge de 6 ans à peu près. Et en fait, c'était assez régulier, on va dire. On se voyait avec mon oncle et ma tante quasiment chaque semaine, soit chez moi, soit chez eux. Et en fait, il en profitait pour venir dans ma chambre et me faire pas mal de choses désagréables, on va dire. C'était quasiment toujours le même processus, on va dire. Et il rentrait dans ma chambre, puis il me réveillait parce que je dormais. Généralement, j'avais école le lendemain. Donc, il me réveillait, puis il commençait par me caresser. Puis, il me demandait de le toucher. Il me demandait de lui faire des fellations et puis généralement après voilà, il me pénétrait généralement. Ça durait pas longtemps parce qu'il était censé en fait partir de l'apéro là où il était pour aller aux toilettes. C'était son excuse. Donc voilà. Et après il refermait la porte comme si de rien n'était. Donc combien de temps ont duré ces abus? Ça a duré de l'âge de mes 6 ans à peu près l'âge de mes 9 ans, à peu près. Donc 6 ans jusqu'à tes 9 ans. Ça s'est arrêté lorsqu'il y a eu une séparation entre ta tante et ton tonton, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ils ont divorcé, du coup je l'ai plus vu, voilà. Donc ça a été la fin de mon calvaire, on va dire. Et est-ce que tu savais que ce que tu vivais, ce que tu avais vécu, n'était pas normal, même à ton jeune âge? Oui, au départ, je pensais que c'était normal, que c'était comme ça dans chaque famille, en fait, parce que j'étais petite et puis on m'avait jamais parlé des violences sexuelles et le fait que mon corps m'appartient et tout un tas. C'est vrai qu'à l'époque dans ma famille on parlait pas de ce genre de choses, donc quand il venait et qu'il faisait ce qu'il avait à faire, au départ je pensais que c'était normal parce que c'était mon tonton et parce qu'il m'aimait et parce que je l'aimais aussi. Et puis quand vient la douleur et le fait que ce soit dans le noir, que ce soit caché de tout le monde, j'ai vite compris en fait que ce qu'il faisait c'était grave et que c'était pas normal. Alors à tes 26 ans en 2010, tu as eu un déclic, on en parlera
juste après. Mais de tes 9 ans jusqu'à tes 26 ans, comment s'est déroulée ton évolution, ton adolescence, ta vie de jeune femme? Est-ce qu'il y avait des alertes, des signes qui pouvaient laisser entendre que tu avais subi des violences? De mes 9 ans, j'ai eu pas mal de... Enfin, c'était assez... En fait, je me suis vite plongée dans le... Quand j'étais au collège, durant mon enfance, j'étais un enfant tout à fait comme tous les autres. Bon, c'est vrai que j'avais du mal à me concentrer à l'école, mais bon, pas plus que ça. Après, arrivé au collège, je me suis vite plongée dans l'athlétisme. Et ça a été mon exutoire parce que voilà, je faisais ça, je courais tous les jours, j'étais sur un stade tous les jours et ça, je pense que ça m'a permis de faire ma vie un peu comme tout le monde, et sans me défouler, je pensais plus à ça et ça m'a vraiment aidé, ça m'a aidé énormément, voilà. Je sais que l'athlétisme m'a énormément aidé. Et lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours au téléphone pour préparer l'émission, tu m'as dit que tu jouais souvent au docteur avec tes poupées, et ça a pu alerter quelqu'un de ta famille aussi. Oui, c'est ça. Apparemment, ma tante, une autre sœur de ma maman, mais ma maman a plusieurs sœurs, et la plus jeune, qui a 5 ans de plus que moi, en fait, a vécu les viols de mon tonton aussi. Pour elle, c'était son beau-frère. Et elle a décidé, à l'âge donc de mes 10 ans, elle a décidé de tout avouer, d'avouer les viols qu'elle a subis par lui. Et elle a dit à ma mère et à mon autre tante qu'elle était persuadée en fait que pour moi il s'était aussi passé quelque chose parce que j'avais des comportements pour elle qui étaient pas normaux pour une petite fille, parce que voilà, je jouais toujours au docteur, j'avais des manières de faire qui lui paraissaient bizarres, et elle s'était pas trompée. Et donc tes parents t'ont posé la question quand tu étais en 6e? Ouais. C'est ça, j'étais en 6e. Un jour, ils ont tapé à ma porte et ils m'ont dit, il faut qu'on te parle. Ils avaient un air très grave. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ils m'ont dit, voilà, il y a quelqu'un dans la famille qui a fait des choses sur des enfants, sans dire de nom, sans rien dire. Ils m'ont dit, on sait ce qu'il t'a fait. On a les vidéos, on a tout. Il faut que tu avoues. Et là, moi, j'étais tellement terrifiée, en fait, dans ma tête, une fraction de seconde, j'ai vu ma famille éclater, j'avais déjà honte de ce qui s'était passé, parce que pour moi, c'était honteux, et j'avais une peur atroce que mon père, il le tue. Donc, j'avais dit, non, c'est pas vrai. Moi, on m'a jamais rien fait, on m'a jamais fait de mal, on m'a jamais touché. Et donc, en fait, à cause, on va dire, du fait que j'ai pas réussi à avoir le courage de dire oui, de dire la vérité, ma tante n'a pas été crue. Voilà. Et quelles ont été les séquelles psychologiques ou même physiques de ces abus pour ton évolution durant ces années de silence? Pendant les années de silence, on va dire que il y a eu à l'adolescence, j'avais eu un passage où j'aimais me serrer la gorge, et en fait j'avais la tête qui tournait et poum, je tombais en fait sur mon lit, et ça me faisait, c'est bizarre, ça me faisait du bien, et je pense que c'était un moyen de m'échapper. Après je reprenais conscience et je faisais ça très souvent, ça a duré un petit moment. Après c'est surtout les problèmes sexuels qui ont apparu après, un peu plus tard, que ce soit dans le trop ou dans le pas assez, en fait. Voilà, c'était très compliqué. Quand j'ai rencontré mon ex-mari, il a vu de suite qu'il y avait un problème quelque part, parce que je me mettais à pleurer pendant les rapports. Il n'y avait quasiment pas de rapport, mais les rares fois où il y en avait, c'était catastrophique. Donc de suite, il a vu qu'il se passait quelque chose, et voilà, il a été mis au courant de suite, en fait. Donc des difficultés concernant la sexualité, des crises d'angoisse aussi. Oui. C'est vrai que depuis
toute jeune. Mais bon, on savait pas. Au début, on n'avait pas fait le lien forcément avec ça parce que je faisais de l'athlétisme. Et c'est vrai que très souvent, en fait, je faisais des crises de spasmophilie, des crises d'angoisse, et ça a duré. C'est vrai que ça continue en fait à durer. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais j'ai été de nombreuses fois hospitalisée, avec des calmants attachés parce que d'un coup, bon, après, c'est souvent quand une fois adulte, c'est souvent en fait quand je me mets à boire que je bois trop, et en fait je suis dans le bien, puis d'un coup ça part en bas de trip total, et là je le vois, alors je tape dans les murs, voilà. Et donc ça finit en crise d'angoisse et en crise de tétanie, on doit faire venir les pompiers, m'attacher, donner des calmants, puis après ça passe. Donc tu prenais beaucoup de médicaments pour calmer justement ces crises d'angoisse? Oui. Oui. Tu n'étais pas dans une forme de déni? Enfin, tu savais non, j'étais pas dans le déni. J'étais au courant de ce qui m'était passé, de ce qui s'était passé, mais j'essayais de l'occulter, on va dire. Voilà, au mieux pour essayer de vivre au mieux que je puisse vivre. Mais bon, après, c'est sûr que l'inconscient, en fait, c'est l'inconscient qui travaille, quoi. Et à 26 ans, en janvier 2010, tu es tombé sur un reportage. C'est ça? Ça a été une forme de déclic? Oui, le reportage qui a changé toute ma vie, on va dire. Tout à fait, oui. Oui, pardon, vas-y. Quel était ce reportage? J'étais enceinte de ma fille, j'étais enceinte de 4 mois. Et je zappais et il n'y avait rien à la télé. Et là, je suis tombée sur un monsieur qui racontait, en fait, d'un coup, j'ai entendu le mot viol. Et donc, je me suis dit, tiens, on va écouter ce qu'il a à dire. Et en fait, c'était un documentaire qui s'appelait Victime d'un pédophile, le combat d'une vie. Donc, c'est un jeune homme qui s'appelle Jérôme Nozé qui racontait les viols qu'il a subis dans son enfance par le meilleur ami de son père. Il racontait le combat qui menait à la place de la gendarmerie et de la police qui ne faisait rien pour retrouver d'autres victimes pour pouvoir porter plainte, voilà. Et dans le reportage, à un moment donné, il a parlé du délai de prescription. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est le délai de prescription? Et donc, il raconte qu'à cette époque-là, on avait 10 ans après la majorité pour porter plainte. Et là, donc, j'ai compté et je me suis dit, j'ai 26 ans. Il me reste plus que 2 ans pour faire quelque chose. Et ça a été vraiment un déclic. Ça a été vraiment très fort. Et je me suis dit, là, Mélo, tu peux plus te taire. Il faut parler. Un déclic ou bien est-ce que ça a été un choc? Un peu tout, je pense. Un choc, une évidence, un déclic, un besoin. Enfin voilà, c'était un tout mélangé. Il fallait le faire. Et maintenant, il fallait plus attendre, quoi. Voilà. Il fallait plus se taire, il fallait parler. Donc, je savais que si je le faisais pas maintenant, j'allais rester dans le silence toute ma vie. En fait, c'était vraiment l'occasion là. Voilà. Donc il te restait 2 ans, c'est ça, avant de pouvoir porter plainte. C'est ça. Donc tu décides d'en parler avant à tes parents? Oui, c'est ça. Déjà, dès que mon ex-mari était rentré du travail, de toute façon, j'ai pas dormi de la nuit. Je lui en ai de suite parlé. Je lui ai dit, bon là, il faut que je porte plainte. J'ai regardé un reportage. Il faut que j'avoue tout à mes parents parce que je leur ai menti depuis des années, depuis qu'ils m'ont posé la question que j'ai dit non, c'était pas vrai. Donc voilà, j'ai décidé d'en parler à mon mari, de lui dire qu'il fallait que j'en parle à mes parents. J'ai choisi une date et après voilà. J'ai attendu quelques semaines parce que c'était compliqué pour leur annoncer et voilà, pour la fête des mères, du coup, je les ai fait venir à la maison et je leur ai tout raconté. Et ensuite, tout s'enchaîne? Oui, c'est ça. Ton papa décide d'aller voir cet ancien tonton? Oui, c'est ça. Direct, dès que je leur annonce, ils restent déjà tellement bêtes parce que ils me croient bien sûr, mais ils sont tellement étonnés parce que c'était la personne dans la famille qui était le plus aimé de la famille, la personne qui rendait les services à tout le monde, qui était toujours là pour faire la fête, qui était toujours là pour
pour aider à bricoler, à déménager, à faire quoi que ce soit. C'était la personne où j'aurais jamais eu aucun doute en fait. Et là ils sont restés mais tellement bêtes tous les deux. Mon père quand je lui ai annoncé, il a pris la voiture direct et il est allé chez lui et il a tapé la porte et il a fracassé quoi. Voilà. Donc il y a eu une altercation, c'est ça? Ouais. Et cet ancien tonton avoue tout d'abord des attouchements. Oui, c'est ça, oui. Dès le début, il dit que de toute façon, il m'aimait, que c'était de l'amour, et il avoue les attouchements. Au début, il avoue pas les viols, mais il avoue les attouchements. Du coup, il est mis en garde à vue. Voilà, directement, comme les gendarmes en fait sont venus après l'altercation et que lui l'a avoué, ils l'ont directement mis en garde à vue pour l'interroger. Et là, il est passé des attouchements au bout de je sais plus, ils l'ont gardé 2 jours, je crois. Il y a eu aussi un échange avec mon papa et une confrontation, c'est ça qu'on appelle. Et en fait, il a avoué les viols, quoi. Et toi, tu n'as pas eu peur de porter plainte? Parce qu'il t'a fallu avoir quand même de la force, du courage? Oui, c'est sûr, mais j'étais tellement déterminée que c'était plus fort que moi, en fait. Après, je devais faire une confrontation avec lui et ça, j'ai pas réussi, j'ai pas eu la force, en fait, d'être face à face dans la même pièce avec lui. Donc c'est mon papa qui a fait la confrontation avec lui. Mais c'est vrai que de porter plainte, j'étais tellement déterminée que plus personne pouvait m'arrêter de toute façon. Donc. Et ça peut dû être facile aussi, parce que lorsqu'on porte plainte, on raconte des choses en détail. Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, là il y a tous les détails, hein, que ce soit la taille de son sexe, la grosseur, s'il était circoncis. Alors il fallait que je fasse appel à mes souvenirs de quand j'avais 6 ans. Pour me rappeler, il a fallu que je dessine le chez lui, avec où est la chambre, où est son lit, où est placée la table de chevet, comment il était habillé, quel bruit il faisait quand il violait, c'était après les gendarmes ils étaient très très sympathiques, ils ont pris le temps et voilà, mais c'était difficile, oui, c'est sûr. Et tu étais enceinte à cette époque? Oui, c'est ça. Oui, j'étais enceinte de 4 mois, oui. Et donc pendant la procédure judiciaire, tu mets au monde ta fille en octobre? Oui, en octobre. Et ensuite, tu fais une grave dépression? Oui, une très grosse dépression. Oui, je pense que le fait d'avoir vécu tout ça tout le long de ma grossesse, en fait, tout ce qui s'est passé, le fait d'avoir porté plainte, d'avoir tout avoué à mes parents, après il y a toute la procédure, puis j'ai été appelée un tas de fois à la gendarmerie, tout le processus judiciaire qui se met en place. J'ai accouché de ma fille et ça a été une catastrophe de chez catastrophe, quoi. J'ai fait une très grosse dépression postpartum où j'ai vécu, je pouvais plus m'en occuper pendant 2 mois, je pouvais plus m'occuper de mes enfants, je sortais plus de mon lit, je mangeais plus, je faisais même pas 50 kilos, mon médecin, il m'avait dit qu'il fallait que je me fasse hospitaliser, j'ai fait une tentative de suicide, j'ai voulu me suicider avec des médicaments, enfin, c'était très très dur à gérer, j'ai cru que jamais je reviendrais normal, en fait, je me suis dit jamais, j'étais au fond du trou, mais vraiment au plus profond, et puis, voilà, c'est compliqué quand on a les personnes, quand on vient d'accoucher, que censément on doit être heureux, et les gens me disaient mais quand même tu viens d'avoir un bébé, comment ça se fait que tu arrives pas à être heureuse, que tu n'arrives même pas à te lever, voilà, mais j'ai passé 2 longs mois où vraiment je pensais pas un jour remonter la pente, quoi. Et puis avec les médicaments, avec les psychiatres, avec mon entourage, l'aide de tout le monde, parce que j'étais quand même assez soutenue. Mon ex-mari s'occupait du coup de moi, de ma fille, de mon fils. Voilà. J'ai réussi à remonter la pente tout doucement et à ressortir la tête de l'eau, on va dire. Donc tu réussis à sortir de cette dépression, grâce à des soutiens, des proches, de ta famille, durant ces instants difficiles. Le procès arrive en 2012. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, fin novembre 2012.
fin 2012. Est-ce que c'était la première fois que tu revoyais ce tonton lors du procès? Oui, ouais, c'était la première fois. Je l'avais croisé de loin dans notre ville, mais vraiment de loin. Là, c'était vraiment la première fois que j'allais le voir de près. Et voilà, c'était aux Assises à Digne. C'était très impressionnant parce que il y avait la salle était pleine. Alors, il y avait toute notre famille, puis sa famille à lui, puis lui qui était là, plus le procureur, les juges, les avocats, puis tous les personnes qu'on ne connaissait pas non plus. Il a fallu encore, les gendarmes sont intervenus, les psychologues sont intervenus. C'était 2 journées très très intenses en émotion, on va dire. C'était très compliqué. Il a fallu que je parle aussi devant tout le monde, que j'étais juste à côté de lui. C'était très impressionnant. Un procès qui a duré 2 jours. Quel a été le verdict de ce procès? Alors, le procureur avait demandé 15 ans de prison et en fait, finalement, il a été condamné à 12 ans de prison. Voilà. Donc, il est sorti du tribunal, il avait les menottes et il a été directement en prison. Donc, 12 ans de détention. Il a fait ces 12 ans? Non. La justice française. Du coup, non. Déjà, il était dans une prison dont on ne parle jamais, bizarrement. Une prison en Corse, en fait, à Casabianda, qui est réservée pour les pédophiles. Et donc, c'est une prison sans barreaux, où chaque détenu a sa clé face à la mer. Il travaille dans les champs. Et en fait, au bout de 6 ans, il a fait une demande pour pouvoir sortir. La première a été rejetée et la seconde, quelques mois plus tard, a été acceptée. Donc, en tout, il a fait 7 ans de prison. Il a eu 1 an de bracelet quand il est revenu à Digne-les-Bains, dans la ville où il habitait, où il habite encore. Et après ces 1 an de bracelet électronique, il était libre, entièrement libre. Donc, il a effectué que la moitié de sa peine. Oui, au bout de 6 ans, il a été relâché avec un bracelet, c'est ça? Oui, c'est ça. Ensuite, en 2016, tu te sépares de ton mari. Oui. Et là, ça a été compliqué encore une fois. Oui. Ça a été assez compliqué parce que c'est moi qui ai demandé le divorce et je pensais en fait arriver à m'en sortir un peu toute seule, mais non, ça a été la retombée aux enfers, on va dire, parce que là finalement j'avais plus son soutien et sa présence, même si c'est moi qui avait décidé de ce choix. Mais en fait, de me retrouver seule, je me suis retrouvée avec mes vieux démons et là j'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai eu des tonnes de rapports sexuels avec des hommes que je connaissais même pas. Je tombais à moitié dans l'alcool. J'avais besoin de présence. J'ai fait n'importe quoi pendant plusieurs mois, mais vraiment du grand n'importe quoi. J'ai replongé en dépression. J'ai été hospitalisée plusieurs fois en hôpital psychiatrique aussi. Ça a été très très compliqué en fait. Et ensuite, une belle rencontre qui arrive dans ta vie. Oui. De l'éclaircie, une de la lumière. Oui, c'est ça. Qui était au départ, c'était un parmi d'autres, on va dire, dans ma période folle et du grand n'importe quoi. Et en fait, au fur et à mesure, c'était plus. Et voilà, c'était, on va dire, juste une relation pour le sexe. C'est transformé en plus, en sortie, et puis un an après, j'ai aménagé chez lui. Il a fabriqué des chambres pour mes 2 enfants et voilà, on s'est rencontrés, on est restés ensemble et aujourd'hui on est mariés, on a un petit garçon. Voilà, c'est mon poteau, c'est le soleil. Grâce à lui que oui, carrément. Et en 2018, débute un nouveau combat pour toi.
celui d'aider les personnes ayant subi des violences sexuelles et des viols, avec la création de l'association Violeurs d'innocence en 2018, l'écriture du livre Je l'appelais Tonton en janvier 2025, et un groupe de parole que tu as créé en mai 2025. On parlera de tout ça dans la deuxième partie de l'émission, mais avant, Mélodie, si tu veux bien, on va effectuer une première pause musicale. Et comme cette émission, c'est ton émission, je t'ai proposé de choisir 2 chansons. Oui. Et tu as choisi que nous diffusions la bande originale du film Le Dernier des Mohicans. Oui, c'est mon préféré. C'est ta chanson préférée, c'est ça? Ah oui, c'est ma chanson préférée et mon film préféré. Donc c'est la raison. C'est la chanson de mon film préféré, voilà. Donc c'est la raison principale de ce choix. Oui. Et on va écouter tout de suite la bande originale du film Le Dernier des Mohicans. Et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple.
Et nous sommes de retour sur KTB Radio par téléphone avec Mélodie Abraham, victime d'abus sexuels et de viols durant son enfance et qui se bat aujourd'hui pour libérer la parole des victimes. Alors à la fin de la première partie de l'émission, nous nous sommes arrêtés à l'année 2018 et la création de ton association Violeurs d'innocence. Alors Mélodie, qu'est-ce qui a motivé à cette création de l'association ? On va dire que j'allais mieux. Voilà, c'est le fait que je me suis dit, là maintenant je suis prête, je suis guérie, j'arrive à parler sans me mettre à pleurer, j'arrive à raconter mon histoire. Donc maintenant, il faut que je puisse aider les autres, voilà, les autres victimes. Donc je me suis dit, je me lance dans dans la création d'une association où les personnes pourraient me contacter pour me raconter leur histoire, pour surtout arrêter de garder ce secret. Voilà, c'est vraiment parler et poser des mots sur les mots, voilà, et se sentir entendu, cru, soutenu. Voilà, c'est le but de l'association. Donc se sentir compris, parler, du soutien, de l'écoute. Ouais, c'est un espace de discussion, d'échange, c'est bien ça ? Oui, voilà. Et peut-être le fait d'aiguiller les personnes dans des possibles démarches. Oui, il y a je mets toutes sortes en fait à chaque fois qu'il y a un nouvel élément dans la justice, je le mets sur la page Facebook. Voilà, si les personnes veulent porter plainte, elles souhaitent parler, mais elles souhaitent aussi aller plus loin dans un processus judiciaire. Donc comme c'est pas mon domaine et que je suis pas ni juge, ni avocat, ni juriste, je les dirige vers d'autres associations où il y a des personnes qui sont à même de pouvoir les aider. Voilà. Lorsqu'on va sur le profil Facebook de l'association, il y a un petit mot sur le côté, c'est indiqué « Parler, c'est vivre ». Oui, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Si on garde ce lourd secret pour soi, ça finit par nous brûler et nous faire mourir petit à petit en fait. Et je me suis rendu compte par mon histoire, par mon expérience, que de parler c'est vivre, tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. Ça permet de soigner et de pouvoir avancer petit à petit et de vivre au mieux qu'il est possible de vivre. Voilà. Donc ça permet de se reconstruire. Une forme de thérapie aussi, peut-être ? Oui, bien sûr. Ouais. C'est une forme de thérapie. C'est énorme. C'est le fait de parler et d'être cru, rien que ça. De raconter son histoire, de sortir ce qu'on a à l'intérieur depuis des années et des années, parce que les 3/4 des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, pour la plupart, elles gardent pour soi ce qu'elles ont vécu, par peur, par honte, par tout plein de choses. Et en fait, ça tue vraiment, ça tue. On devient fou, on fait n'importe quoi, on fait des dépressions, des tentatives de suicide, et on a une vie sexuelle qui est anormale, on se replie sur soi-même, comme il y en a qui ont plus de boulot. Donc, voilà, de pouvoir parler et de lâcher tout ça et d'être cru et soutenu, c'est une guérison énorme. Et c'est un espace d'information aussi ? Oui, aussi, oui. Donc tu partages des infos. Voilà, des petites phrases qui reboostent les gens, des infos sur des actualités, sur tout plein de choses. Et des affaires aussi qui se sont déroulées. Affaires, ouais. Voilà, qui se sont déroulées, bien sûr, oui. Donc on peut retrouver les informations de l'association et te contacter, surtout, c'est important sur Facebook. Oui, bien sûr, oui. On va parler aussi d'une émission de télévision auquel tu as participé. Notamment, dans cette émission, tu as parlé de l'association. Oui, tout à fait. Oui, si ça commence aujourd'hui. En fait, après avoir créé mon association au mois de septembre, du coup, j'ai été contactée par l'émission sur France 2, ça commence aujourd'hui avec Justine Bollert,
qui était sur la maltraitance des enfants. Il s'est avéré que sur ce plateau, il y avait aussi, ils avaient invité aussi Jérôme Nozé, qui donc la personne qui m'avait permis de porter plainte et de faire tout ce que j'ai fait par la suite. Celui que j'appelle, la personne que j'appelle mon sauveur. Et lui, il t'a donné des conseils aussi sur le fait de se battre. Toi, de ton côté. Oui, il a une association aussi qui s'appelle Maryse Nozé, et on est resté en lien en fait, et on discute beaucoup, on se conseille l'un l'autre quand il y a des personnes qui nous appellent, ou voilà, on s'entraide, et on est resté amis de toute façon, on se donne des nouvelles tout le temps, voilà. On est en lien et on s'est jamais quitté. Et on peut toujours retrouver cette émission sur YouTube notamment. Oui, c'est ça. Elle s'appelle Traumatisme d'enfant, oser en parler. Et comment s'appelait le titre de l'émission ? De l'émission sur France 2 ? Oui, le programme. Traumatisme d'enfant, oser en parler. Mais le nom du programme c'est Ça commence aujourd'hui, avec Faustine Bollert. Ça commence aujourd'hui, c'est ça. Oui, c'est ça, ça commence. Donc si on tape sur la recherche, on peut trouver cette émission. Oui. On va arriver en janvier 2025, un livre que tu as écrit et qui a été édité, qui s'appelle Je l'appelais Tonton. Alors qu'est-ce qui t'a motivé à passer à l'écriture ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de l'écrire ? Oui, ça faisait des années et des années que j'écrivais quelques phrases, de l'histoire que j'ai vécue, et je m'étais toujours dit tiens, un jour il faudra que je raconte mon histoire entièrement, mais j'ai jamais eu la force, le temps et le courage de le faire. Et puis d'un coup, j'ai dit allez tiens, il faut t'y mettre. Donc j'ai mis 2 ans pour l'écrire. Et ça a été j'ai eu le soutien d'une personne qui avait écrit un livre et qui m'a aidé à transformer les phrases d'une manière assez lisible, parce que je lis pas énormément, et il m'a aidé pour l'écriture, pour les mots, pour l'orthographe. Moi je balançais toutes mes idées sur une feuille, et après ensemble on les repositionnait correctement. Voilà. Et ça a pris 2 longues années. C'était assez difficile d'écrire, un peu comme de parler, hein, mais à l'écrit j'ai vraiment voulu être dans une totale transparence, et c'est vrai que dans le livre tout est dit, quoi, même les choses difficiles à entendre pour ma famille, ou pour des personnes qui n'ont pas vécu des violences sexuelles, ou même pour les personnes qui ont vécu des violences sexuelles, tous les détails des viols, tout y est. Je voulais plus garder aucun secret en moi, en fait, et dans ce livre je balance tout, et ça m'a fait énormément de bien, en fait. Et c'est un peu un message d'espoir aussi ? Oui, c'est ça. Il y a plusieurs messages. Il y a un message d'abord pour les personnes qui n'ont pas vécu les violences sexuelles, mais pour leur expliquer et leur dire que finalement il faut arrêter que ce soit tabou, il faut parler à ces enfants, leur expliquer que leur corps il leur appartient. Peut-être si moi on m'avait expliqué tout ça, on m'avait dit tiens, si quelqu'un vient et il te demande de toucher son sexe, ou vient et te touche tes parties intimes, non, ça se fait pas parce que c'est grave et que c'est interdit. Peut-être que en fait j'aurais osé parler. Mais donc c'est un message pour tous les gens qui ont des enfants, de parler à leurs enfants, et dès le plus jeune âge, avec des mots simples, mais parler, c'est prévenir, voilà. Et prévenir, ça permet de réduire les chiffres aussi de ces violences sexuelles. Et il y avait aussi, il y a des passages très 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 durs dans mon livre où je raconte chaque détail de ce que j'ai vécu, mais il y a beaucoup d'espoir, parce que finalement, je raconte ce que j'ai vécu, qu'on peut tomber au plus bas, mais qu'on peut remonter la pente petit à petit, et en étant entouré, en étant écouté et cru, on peut vivre normalement, et on peut arriver à être heureux. Voilà. Et il y a cette idée aussi que tes proches puissent avoir une meilleure compréhension de ce que tu as subi, ce que tu as vécu. Oui, il y avait ça aussi. C'est vrai que
parfois j'ai pas forcément été comprise, on va dire, et mes proches il y a les proches qui étaient là au procès et qui connaissaient quasiment tout, mais ils ont jamais eu les détails de réellement de ce que j'ai ressenti pendant ces viols, de ce que j'ai vécu, de pourquoi j'ai agi ainsi quand je faisais n'importe quoi sexuellement, ou quand quand je buvais, ou quand j'ai fait des dépressions. Voilà, que tout ça avait un lien. Et c'était important en fait que mes proches et mes amis proches soient au courant, que tout le monde soit au courant. Ça m'a fait du bien. On va parler maintenant de la couverture de ce livre, une couverture poignante. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? J'avais demandé à ma maman de m'envoyer des photos de moi quand j'avais 6 ans, et dès que je l'ai vue, cette photo, je me rappelais pas que j'avais une photo de moi qui était comme... je sais pas. Elle m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, c'est la photo qu'il faut pour mon livre, parce que déjà c'est moi quand j'avais c'est la petite Mélodie de 6 ans qui vivait ses viols, et dans le regard qu'elle a, cette petite fille, ça dit tout sur voilà. Je trouve que tout est, sans avoir besoin de parler, elle raconte dans le regard tout ce qu'elle a vécu, et je trouve cette photo forte, et ça va bien avec le livre en fait. Voilà. Et la couleur aussi, une photo en noir et blanc. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai choisi le noir et blanc, ça faisait plus. Voilà, noir et c'était non, c'est pareil, j'adore cette photo. Tu as dit tout à l'heure que parler c'est vivre, mais écrire c'est vivre également. Oui, bien sûr, oui. En fait, parler, on peut parler verbalement, mais on peut parler en écrivant. Il faut juste sortir ce qu'on a à l'intérieur, et quel que soit le moyen, en fait. On peut le crier, il y a des personnes qui ont plus de facilité à dire les choses de vive voix. Moi, je sais que j'ai plus de mal, c'est plus facile pour moi d'écrire. Donc c'est ce que je dis qu'on l'écrive, qu'on le dise, qu'on le crie, il faut le sortir en fait. Voilà, quelle que soit la forme et la manière. Et écrire, c'est un moyen aussi de pas oublier, parce que quand on parle, des fois on peut oublier certaines choses. Là, quand on l'écrit, chaque détail y est, quoi. Donc voilà, l'écriture c'est très bien aussi. Et j'incite des personnes, des victimes à raconter leurs histoires, même si elles le gardent que pour elles, qu'elles le donnent jamais à personne, qu'elles le dévoilent jamais. Mais ça fait énormément de bien d'écrire tout ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Donc c'est un conseil que tu peux donner. Oui, tout à fait. Alors Mélodie, pour cette émission, tu as souhaité lire quelques extraits de ton livre. 2 extraits, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Le premier extrait, c'est un court extrait du soir, en fait, de janvier 2010, où j'ai vu l'émission de Jérôme, ce qui m'a permis, pour moi, c'est un passage fort, parce que c'est vraiment le moment qui m'a permis que ma vie, elle soit changée, et qui a fait tout ce que j'ai fait après, du combat que je mène maintenant. Donc, c'est un passage important. Nous t'écoutons. Allez, j'y vais. Alors, en l'absence de mon mari, je suis seule dans mon lit. Mon fils dort profondément dans sa chambre. Devant la télévision, je zappe pour essayer de trouver un film intéressant, quand soudain, j'entends le mot viol dans une émission. Mon attention est immédiatement attirée par le témoignage d'un jeune homme dans le film documentaire intitulé « Victime d'un pédophile, le combat d'une vie ». Jérôme Nauzé raconte les viols qu'il a régulièrement subis par le meilleur ami de son père. Je porte un grand intérêt à son récit. Ma curiosité est attisée par le sujet. Il expose son combat pour retrouver d'autres victimes afin d'entamer une procédure judiciaire contre son agresseur. Je suis sidérée par sa manière qu'il a de parler de tout cela devant les caméras, cette force, ce courage. Je ne peux retenir mon émotion si forte que les larmes coulent sur mes joues. L'on peut ressentir chez cet homme cette détermination à révéler toute la vérité, à commencer un réel combat. Il s'est tu pendant tant d'années, maintenant il est prêt. Mon cœur bat si vite, ma respiration est tellement rapide.
Je pleure comme une madeleine et j'entends la phrase qui va changer toute ma vie, le délai de prescription. Je ne connais ni le terme ni la signification. Jérôme explique qu'après la majorité, les victimes disposent de 10 ans pour porter plainte avant que les faits ne soient prescrits. En ce qui me concerne, le délai est malheureusement dépassé. Je me mets à compter, j'ai 26 ans. Il me reste donc 2 ans pour parler et porter plainte. Après ce délai, je devrais me taire à jamais. À cet instant, quelque chose se passe, un déclic, une détermination et plus encore un besoin vital, de parler sans parler de moi. Je suis en pleurs, inconsolable, apeurée mais déterminée. Grâce à son reportage, Jérôme Nozé vient de changer le cours de ma vie. Il m'est impossible de trouver le sommeil après cela. Lorsque mon mari rentre du travail à 5 heures, je lui raconte tout ce que j'avais découvert cette nuit et lui dis que j'avais pris la décision de tout avouer à mes parents, que j'étais restée de trop longues années avec ce secret qui me ronge. Depuis le début de notre relation, il est au courant de tout ce que j'ai vécu enfant. Il me soutient et m'encourage dans ma décision. C'est le moment de parler, de me libérer du poids qui pèse sur moi depuis bien trop longtemps. Je n'ai plus que ça à l'esprit. Les paroles de Jérôme passent en boucle dans ma tête. Mais quand et comment leur annoncer? Quelles en seront les conséquences? Autant de questions qui attisent ma réflexion. Peu importe, la question est tranchée, je suis prête à le faire et je ne changerai pas d'avis. Voilà. Merci, Mélodie. Et tu as souhaité lire un deuxième passage? Oui. Pour les auditrices, les auditeurs? Oui, c'est une des fois où mon oncle venait dans ma chambre et me violait en fait. Donc, où je raconte tout ce que je ressens et ce que je vis en étant une enfant de 6 ans. Alors, comme quasiment chaque semaine, mes parents ont invité mon oncle et ma tante, Alex et Pascal, pour un dîner en famille. Sans changer nos habitudes, ma mère me douche, puis elle me donne mon repas avant l'arrivée des invités. S'ensuit un long apéritif pendant lequel les adultes discutent de choses et d'autres, profitent de bons moments de convivialité devant leur verre et l'apéritif que mes parents ont préparé. Pendant que je joue de mon côté, pas vraiment intéressé par les discussions d'adultes. Lorsque sonne 20 heures, il est temps pour moi de rejoindre ma chambre pour me mettre au lit, car il y a école le lendemain. C'est précisément le moment où je commence à angoisser. Il m'est impossible à m'endormir. J'attends cet instant dont je souhaite pourtant qu'il n'arrive pas, où mon tonton va arriver. Après seulement une demi-heure, j'entends ce pas dans l'escalier, ce pas qui résonne dans ma tête et qui me donne cette boule au ventre, qui me paralyse. La porte de ma chambre s'ouvre doucement, il entre, la referme derrière lui sans la verrouiller, comme à chaque fois. Il s'approche et se dresse là, devant mon lit, et me demande si je dors. Sa question est inutile, il sait bien que je ne dors pas, et même si c'est le cas, cela ne change rien à la suite. J'ai envie de partir en courant, mais mon corps est un bloc de ciment. Il s'assoit à côté de moi et commence à m'embrasser sur la bouche, avec sa langue. Il sent le pastis, je suis écœurée. Sans un mot, il soulève la couette de mon lit et retire mon pyjama en coton bleu. Puis il me caresse les cuisses et remonte sa main jusqu'à mon entrejambe. Il joue avec ses doigts sur mon sexe et mon anus. C'est alors qu'il sort son sexe énorme et dur de son pantalon. Il l'introduit dans ma bouche en m'expliquant que cela lui fait du bien. Toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes questions. Il me demande si cela me plaît aussi. Je ne lui donne aucune réponse. Comment un tel acte pourrait plaire ou donner du plaisir à une fillette? Il se positionne ensuite de façon à pouvoir frotter son sexe contre le mien, sans jamais le pénétrer. Il me dit souvent que cela donne des enfants, jusqu'à ce que je sente quelque chose de mouillé. Il s'essuie avec du papier. Je suis enfin soulagée, c'est fini. Tel un parent venu raconter une histoire à son enfant pour l'endormir, il me souhaite une bonne nuit et quitte ma chambre. J'entends alors le bruit de la chasse d'eau des toilettes et comme s'il ne s'était rien passé, il descend rejoindre les autres. Je reprends mon souffle petit à petit. Les yeux fermés, je pense à des choses qui me font du bien. Elles me permettent d'oublier ce moment et de m'endormir. Voilà. Merci Mélodie d'avoir partagé avec nous ces mots difficiles. Merci beaucoup à toi. En précisant que là je dis que en fait il me pénétrait jamais vaginalement, mais c'était toujours
une pénétration anale en fait, mais dans ce passage, je le raconte pas. Voilà. Où peut-on se procurer ce livre ? Alors depuis sa sortie, il est en vente sur Amazon. Donc il faut taper livre, je l'appelais Tonton. Et il est en vente aussi un peu partout dans plusieurs villes du département. Donc à la Maison de la Presse de Digne-les-Bains, à la Maison de la Presse de Sisteron. Il est à la librairie de Château-Arnoux et à Intermarché à Pépin. On peut le trouver un peu partout dans la région et sur Amazon, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Mélodie, on va parler maintenant du groupe de parole que tu as créé. Oui. Alors, c'est un groupe de parole qui se déroule tous les premiers samedis de chaque mois. Oui, à 14h, à Sisteron, au 9 avenue du Lac. Alors, comment t'es venue cette idée de créer ce groupe de parole ? En fait, c'est des personnes qui me contactaient via mon association, qui me disaient c'est super de discuter avec vous, ça me fait du bien, mais j'aurais aimé aussi discuter avec d'autres victimes, qu'on se voit en réel, en groupe, et j'ai eu plusieurs fois la demande, donc je me suis penchée sur le sujet, savoir s'il y en avait dans le département, dans la région, et donc je me suis rendu compte qu'en fait, ça existait, mais avec des professionnels de santé, mais pas un groupe de parole qu'avec des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Donc voilà, j'ai eu le soutien de Monsieur le maire de Sisteron qui m'a donné son accord aussi pour le lieu. Et après cela, j'ai fait de la publicité et voilà. Et le premier groupe de parole a débuté début mai. Et je suis contente parce que ça aide énormément les gens, quoi. Voilà, c'est les victimes, elles se sentent vraiment comprises et on n'est que des personnes qui ont où chacune a son histoire, mais on a vécu les mêmes choses, on se comprend les uns les autres en fait, on se soutient et il y a aucun jugement, il y a aucun et ça c'est énorme, c'est une aide énorme pour guérir. Donc c'est une forme de meilleure compréhension pour les personnes qui ont vécu la même chose. Oui, bien sûr. Oui. Et c'est un plus aussi, des thérapies et il y a des personnes qui peuvent être sous médicaments et ils sont suivis par des thérapeutes. Mais ça, c'est vraiment ce groupe de parole, le fait d'être en face les uns les autres et d'entendre chacun son histoire et de se soutenir. Il y a des personnes qui sont pour eux c'est très compliqué, leur histoire est encore très prenante. D'autres personnes qui, comme moi, arrivent à parler et du coup on peut s'aider et se dire tiens, toi comment tu arrives à t'en sortir, comment tu as fait, qui tu as vu, voilà. C'est des conseils, c'est tout plein de c'est énorme pour la reconstruction, hein. C'est une aide immense. Et des rencontres aussi. Lorsque l'on vit la même chose, il y a des liens qui peuvent se créer. Oui, bien sûr, oui. C'est vrai que du coup, le fait d'avoir vécu les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, les mêmes voilà, on est plus proches des uns des autres, on se soutient. Quand il y en a un qui se met à pleurer, on le voit, les autres se lèvent et vont lui essuyer les larmes, vont le réconforter physiquement et ouais, c'est énorme. Non, je suis contente parce que pour l'instant il y a eu qu'une rencontre, mais elle était vraiment très riche en émotions et ça a été très positif en fait très positif pour les personnes qui sont venues. Donc voilà, je pense que la suite va être aussi très bien et elle va beaucoup aider. Et comment peut-on te contacter pour assister à ces groupes ? Alors je fais de la pub un peu sur les réseaux, mais principalement sur Facebook. On peut me contacter par mon adresse Facebook personnelle Abraham Mélodie, mais aussi par mail avec le nom de l'association Violeurs d'innocence @gmail.com. Voilà.
c'est principalement les deux liens de contact. Donc avec le combat que tu mènes aujourd'hui, tu as cette envie de suivre le chemin de Jérôme Nauzet. Quand tu as vu son reportage, ça t'a donné une sorte de déclic. Et aujourd'hui, tu donnes la possibilité à des personnes de pouvoir s'exprimer, de suivre la trace de Jérôme. Oui, c'est ça. Je reproduis l'aide. Enfin, j'essaie, on va dire, de reproduire l'aide qui m'a donné lui. On n'est pas beaucoup à pouvoir parler. En fait, c'est vrai que la plupart des gens, c'est compliqué pour eux. Soit ils sont dans le déni total, soit ils sont dans une situation où pour eux c'est très compliqué. Donc je pouvais pas rester dans le silence alors que j'arrive à parler. Voilà, je me suis dit Jérôme, il m'a sauvé la vie, donc moi, il faut que aussi j'arrive à aider d'autres personnes. Donc c'était vraiment le but de ça. Mais lui, j'aimerais qu'on aborde un sujet un peu plus large et vaste concernant les difficultés qu'ont les personnes victimes d'abus, les difficultés de parler, de faire le premier pas, et parfois par le manque de soutien des proches, de la famille. Ben déjà, je dirais que la première difficulté, c'est la honte, souvent. Et les gens qui ont vécu des violences sexuelles, ils ont l'impression que c'est de leur faute, alors que pas du tout. Un enfant, il y est absolument pour rien. Ça mais c'est dur à accepter en fait. On pense toujours que s'il nous est arrivé ça, c'est que on l'a mérité, ou c'est que on a pu donner des, comment on peut dire, des, mais j'ai perdu le mot. Laisser penser aux violeurs qu'on était ok, ou enfin voilà. Donc très souvent c'est la honte, après la peur de casser la famille. Donc et puis quand les personnes arrivent à passer toutes ces étapes, il y a très souvent dans les trois quarts des cas refus de la famille, un déni et même un rejet en fait de la personne, de dire mais non, tout ce que tu racontes c'est pas vrai, tonton ou grand-père il a jamais pu faire ça, ou papa, ou tu es qu'un menteur, tu veux casser la famille, tu veux tout briser. Et souvent les personnes elles se retrouvent que en plus d'avoir le courage de tout balancer, de tout avouer, ce qui est tellement compliqué, de se prendre encore plus un chaos total de la part de la famille et ça c'est très très compliqué de pas avoir le soutien. C'est catastrophique pour la construction, quoi. Ça c'est sûr. Et quel regard portes-tu sur la justice aujourd'hui et les condamnations des violeurs? Alors, pardon? Vas-y, oui, pardon. De ton côté, le tonton a fait que 6 ans de prison, alors qu'il devait être condamné à 12 années. Toi, quel est ton... Et encore, c'est beaucoup, on va dire. C'est beaucoup. Non, je dis c'est beaucoup par rapport à 90% des affaires, parce que moi, j'ai eu la chance qu'il avoue. Enfin, nous, on a eu la chance qu'il avoue, parce que une personne qui n'avoue pas, les 3/4 du temps, ça passe en non-lieu, l'affaire est classée, c'est la parole de la victime contre la parole de l'agresseur, donc et souvent les peines sont ridicules en fait. Moi j'ai vraiment une haine contre la justice, que je dis c'est une justice mais injuste, et parce que les victimes ne sont pas reconnues et ne sont pas, voilà, j'ai l'impression que les personnes qui agressent, elles s'en sortent trop bien. Elles prennent quelques années, voire si elles les prennent d'ailleurs. Et alors que les victimes, nous, c'est toute notre vie qu'on a du mal à s'en sortir. Et si on s'en sort, parce que combien ne s'en sortent pas et finissent par se suicider. Donc je trouve, il faut vraiment que les choses changent, point de vue justice, parce que sinon ça continuera ainsi tout le temps. Il faut que les personnes soient punies sévèrement.
voilà, qu'il y ait une peur, et pour l'instant, c'est pas le cas, et on est très loin du compte, quoi. Voilà. Tu m'avais parlé aussi, lorsqu'on s'est appelé il y a quelques jours, d'une affaire récente. Alors je crois que c'est dans la région d'un grand-père. Ouais, c'est ça. Ce qui s'est passé l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Il y a pas très très longtemps, hein, qui avait attouché ses 2 petites filles, attouchement, et pendant la procédure judiciaire, ils ont en fait pu déceler qu'il y avait 32 victimes, et il a pris 1 an. 1 an. 1 an de prison pour avoir violé et fait des attouchements sur ces petites filles. Voilà ce qui est la justice française. Donc je pense que les choses, elles ne s'arrangeront pas tant qu'il n'y aura pas vraiment de punition. Après, ils ressortent, et puis ils recommencent, et puis ils ont le droit de retourner aux mêmes endroits, de vivre aux mêmes endroits où se trouvent les victimes. Je suis vraiment énervée contre la justice française, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment changer, quoi. Mais est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas. Et toi, de ton côté aussi, pour continuer dans le volet judiciaire, à la sortie de prison de cet ancien tonton, tu avais fait une demande d'interdiction de ce tonton de résider dans ton environnement, dans ton coin. Oui, c'est ça, parce que mes parents habitent sur Digne-les-Bains, et quand il est sorti de prison, il a eu le droit de retourner à Digne-les-Bains comme si de rien ne s'était passé, de retravailler, il croisait mes parents tous les jours. Donc j'avais, moi qui habite pas loin, à quelques kilomètres, je n'avais pas envie il avait une interdiction de m'approcher, mais moi ce que je voulais, c'est que de pas y tomber dessus un jour, quoi, par hasard. Et ma demande avait été rejetée. Ouais. Il n'avait pas le droit de changer, ne serait-ce que de région. Et même plus encore, du coup, quand il était sorti, vu que j'avais un peu les nerfs contre la justice qui soit sortie beaucoup plus tôt que prévu, je voulais faire des affiches un peu partout dans le département pour dire attention, il y a un violeur qui est mis en liberté. Et mon avocat, il m'a dit mais ne fais surtout pas ça, parce que sinon c'est toi qui vas aller en prison, quoi. Voilà, la justice. Mélodie, si tu veux bien, on va se projeter vers l'avenir. Oui. Est-ce que il le faut. Est-ce que tu as des projets ou des dates d'événements dans les prochains jours, prochains temps? Alors pour ce qui est de dates d'événements, je souhaite que mon livre il soit lu un peu partout. Le but, c'est je me dis que au plus il sera lu, au plus ça aidera des personnes. Donc je vais faire des salons du livre. Il est prévu que j'en fasse un à La Ciotat, un à Fuveau dans le 13 et un à Château-Arnoux au mois de novembre. Donc je serai présente pour vendre mes livres et discuter avec des personnes qui en ont peut-être besoin, et qui donc je mettrai toutes ces dates de toute façon sur la page Facebook de mon association. Et j'ai un projet que je souhaite vraiment, qui me tient à cœur, c'est de pouvoir parler de mon livre dans les collèges ou dans les lycées du département, parce que je me dis, c'est pas que je me dis, c'est que je sais qu'il y a des jeunes qui vivent ce que j'ai vécu en ce moment même, parce que si on regarde les chiffres de la Civise, du rapport qui a été fait, il y a 3 enfants par classe qui sont victimes de violences sexuelles. Donc c'est énorme. On se dit que dans chaque classe, il y a 3 enfants qui vivent des choses horribles de la part de proches, et je me dis que de parler de mon livre et du fait qu'il faut parler, ça peut inciter des jeunes, à venir me parler, à venir me contacter dans mon association et de me dire, mais moi aussi, je vis les mêmes choses que ce que toi tu as vécu. Et puis le fait que ce soit quelqu'un de proche qui habite le département, ça peut les aider. Je pense que ça peut être vraiment
point positif, quoi. Donc voilà, c'est un projet pour l'instant. Qu'aimerais-tu dire à une personne qui nous écoute, une personne qui a été ou qui est victime de violences sexuelles? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne? Ben déjà que c'est pas sa faute. Voilà, c'est parce que je sais je l'ai vécu et je sais que les 3/4 des personnes qui sont victimes de violences sexuelles se disent j'y suis pour quelque chose, j'ai peur, j'ai honte. On n'a pas le droit de vivre, on a déjà vécu un traumatisme, quelque chose qui est inacceptable en fait, parce que ça ne devrait même pas exister, les violences sexuelles, on ne devrait même pas toucher un enfant, on devrait juste être gentil, être doux avec lui et pas lui faire des choses dramatiques et qui on va dire fracassent toute sa vie. Donc de parler, voilà, de parler et de parler, de l'écrire, de n'importe quoi, de parler à quelqu'un, un professionnel, à un proche, de l'écrire sur un papier, de le crier, mais de pas le garder pour soi parce que ça tue à petit feu et on se rend compte que quand on parle, et c'est vrai, c'est réel, j'en suis la preuve, on parle et on guérit et ça va beaucoup mieux et on peut vivre normalement et on peut même après aider les autres, donc c'est énorme. Et j'aimerais dire un petit mot pour les personnes qui ne sont pas victimes de violences sexuelles, de croire les personnes qui osent avouer ce qu'elles ont vécu et pas de leur balancer qu'elles sont que ce sont des menteurs et parce que du coup elles n'arrivent pas à se reconstruire, quoi. Voilà, se construire et se reconstruire. Voilà. Et il faut discuter avec ces enfants, discuter avec les enfants, que ce soit dans les crèches, dans les écoles. Il y a un travail à faire de prévention énorme. Parce que on pense toujours que c'est tabou et que non, ils sont petits, je vais pas leur parler de sexe, mais il y a des mots simples, il y a des livres maintenant, il y a des supports avec des histoires très très simples qui peuvent permettre aux enfants de se dire bon, si je subis ça, ben c'est que c'est pas normal, puisqu'on me l'a dit, on m'a dit que c'était pas normal, que c'était grave, donc et qu'il fallait que j'en parle. Donc si ça m'arrive, ben je vais en parler et ça peut sauver des vies, vraiment. Parler et encore parler. Oui, toujours, voilà, c'est ça. Mélodie, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup à toi d'avoir partagé avec nous ton combat. Non. Merci beaucoup. On va donner une nouvelle fois tes contacts. Alors, on peut te contacter via Facebook. Oui. Sur la page Violeur d'innocence. Donc, alors, elle s'écrit sur Facebook, ça s'écrit VIOL''R d'innocence D'I2NOCENCE ou alors par mail violeur d'innocence tout en minuscule, tout attaché en entier cette fois @gmail.com. Voilà. Ou alors sur mon compte privé via Messenger Abraham Mélodie. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser à Mélodie, vous pouvez la joindre. Bien sûr. Des questions, des renseignements. N'hésitez pas. C'est ça. Avant de nous quitter, on va écouter une deuxième et dernière chanson que tu as choisie pour cette émission. Just a Little More Love de David Guetta. C'est ça. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson, s'il y a une raison? C'est une chanson totalement différente de la première, bien sûr. Moi, c'est une chanson que j'adore écouter quand je suis en soirée, quand on est entre amis. C'est une chanson positive qui fait danser, qui fait bouger, qui donne le sourire. J'adore. Juste un peu plus d'amour et moins de souffrance. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup, Mélodie. Merci à toi. Merci bien. Merci et à bientôt. À bientôt, oui. Merci. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application gratuite de KTB Radio depuis Play Store pour nous écouter où que vous soyez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme.
vous venez d'écouter cette émission avec pour invité Mélodie Abraham, victime d'abus sexuels et de viols durant son enfance et qui se bat aujourd'hui pour libérer la parole des victimes. Et nous terminons cette émission avec David Guetta et la chanson Just a Little More Love. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream, walk hand in hand. Got to understand, and one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream, walk hand in hand. Got to understand, and one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream, walk hand in hand. Got to understand, and one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream, walk hand in hand. Got to understand, and one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream, walk hand in hand. Got to understand, and one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream, walk hand in hand. Got to understand, and one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream, walk hand in hand. Got to understand, and one day soon we'll live in harmony.